Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission un peu spéciale qui est l'explication de la blockchain. Ça fait plusieurs fois qu'on me le demande, donc je me suis dit que faire une petite vidéo de vulgarisation ne serait pas plus mal. N'hésitez pas à vous abonner et ça commence maintenant. Je vais d'abord commencer par vous faire un petit peu d'historique. Donc d'abord, le Bitcoin a été créé par un certain Satoshi Nakamoto. C'est Satoshi Nakamoto qu'on peut voir à l'écran, cependant ce n'est pas lui. On a longtemps pensé, ou en tout cas des journalistes ont pensé que c'était cette personne, cependant on ne sait toujours pas qui c'est. Il a d'abord publié ce qu'on appelle un livre blanc, qui décrit les utilisations de Bitcoin et son algorithme mathématique. Donc tout ça c'est fait en 2008, fin 2008. Vous pouvez le lire, il est disponible sur internet, vous tapez juste bitcoin.org et vous le trouverez. C'est en janvier 2009 que donc Satoshi, cette personne inconnue, a effectué la première transaction avec un dénommé Hal Finney. Hal Finney va continuer ensuite à développer l'algorithme avec Satoshi Nakamoto et Satoshi disparaît définitivement des réseaux avec un message laissé en mai 2011 sur le forum Bitcoin Talk. Depuis, nous n'avons plus eu aucune nouvelle de cette personne. Nous ne savons pas qui c'est et nous ne saurons sans doute jamais. J'aimerais également vous conter une petite anecdote avant d'aller plus loin. Il faut que vous connaissiez ce fameux Pizza Day, donc c'est le jour de la pizza, qui correspond au jour tout simplement où un mec a décidé d'acheter une pizza en Bitcoin. À l'époque, le Bitcoin n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. Il a donc payé sa pizza 10 000 Bitcoins. Ce sera sans doute la pizza la plus chère au monde. Pourquoi le Bitcoin a été créé? Le Bitcoin a été créé donc en 2008 suite à la chute de Lehman Brothers. Vous avez sans doute entendu parler de la crise de 2008. Satoshi avait pour volonté de trouver un moyen de ne plus passer par un tiers dit de confiance, donc qui sont les banques, et qui au final peut s'écrouler du jour au lendemain comme Lehman Brothers. Le premier objectif est donc de contrer l'inflation. Le Bitcoin, il sert à contrer l'inflation. Il faut savoir que le nombre de Bitcoin est limité et connu de tous. Il est aujourd'hui de 19 millions, sauf que nous irons au maximum à 21 millions de Bitcoin au maximum. Un marché donc se définit par l'offre et la demande, et donc plus la demande est importante et moins l'offre est disponible. Donc le prix aujourd'hui a beaucoup augmenté puisque il y a une forte demande du Bitcoin, sauf que le nombre de cryptos en circulation va diminuer au fur et à mesure. Cependant, aujourd'hui, avec le dollar, nous perdons du pouvoir d'achat tous les jours. Je vais vous montrer un petit graphique dans la slide juste après pour vous montrer un peu plus en détail mes explications. Il faut également ne plus passer par des tiers de confiance pour valider une transaction. Donc aujourd'hui, les virements se font grâce à une banque qui vous valide le virement et l'effectue. Donc le Bitcoin, quant à lui, il possède sa propre crypto-monnaie. Ça vous permet de faire vos propres transactions. Ça n'a peut-être pas de sens pour vous, mais si je vous dis aujourd'hui que la banque peut bloquer votre argent pour l'achat d'une voiture ou acheter n'importe quoi, que vous n'êtes pas maître de vos sous, il y a quand même un problème. Il vous demande de justifier pourquoi vous devez acheter une voiture à partir d'un certain prix. Ce n'est pas normal. Avec le Bitcoin, vous êtes vraiment autonome et vous gérez votre argent comme vous le voulez. Un autre objectif donc du Bitcoin, c'est vraiment de bancariser les personnes. Donc aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ne sont pas bancarisées, notamment dans les pays comme l'Amérique du Sud, l'Inde, etc. L'objectif était vraiment d'avoir accès à un compte, à une monnaie qui ne va pas se dévaluer avec le temps comme pour certains pays, et de maîtriser son argent. Et enfin, c'était également d'être une réserve de valeur, comme l'or. Donc je vous ai mis une photo de l'or évidemment pour vous montrer un peu l'équivalence. Donc c'est vraiment pour contrer la dévaluation de certaines monnaies nationales comme aujourd'hui par exemple l'IRA qui fait que de chuter sur les derniers mois et d'autres pays encore où la monnaie se dévalue énormément. Donc oui, soit vous avez de l'argent dans le pays, vous pouvez acheter, sauf que si vous voulez partir dans un autre pays ou faire n'importe quoi, au lieu de l'acheter au prix d'avant, vous l'achetez 5, 10, 20, 30 fois plus cher qu'avant. Donc votre pouvoir d'achat au niveau international est en train de baisser, voire même de chuter même dans le pays. C'est principalement pour ces 4 raisons que Satoshi a voulu créer le Bitcoin et notamment suite à la crise de 2008. Je vais donc vous passer très rapidement également cette slide sur la croissance de la masse monétaire. C'était pour appuyer en fait mes propos sur l'inflation. J'ai fait des petits calculs. Donc là en fait on peut voir sur le graphique les différents pourcentages d'impression monétaire par an. Donc là par exemple en 2018 on était autour des 4%, en 2019 autour des un peu plus de 8% et en 2020 presque à 20%. Donc je vous ai fait un petit calcul et ce calcul vous montre combien en pourcentage nous avons imprimé sur les 2 dernières années. Nous sommes à peu près environ à 35%. 35%, c'est énorme. En 2 ans, on a imprimé plus de 35% de la masse monétaire en dollars. Vous vous rendez compte? Cet argent est arrivé d'où? On imprime, et le dollar a la même valeur. Il y a un problème. Nous imprimons à partir de rien. Donc voilà, c'était vous faire prendre conscience de la réalité des choses. Après avoir fait un peu d'historique sur le Bitcoin et également pourquoi Satoshi l'a créé, je vais maintenant vous expliquer la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain? Il faut représenter la blockchain comme un livre de compte. C'est vraiment
vraiment comme si nous avions des transactions qui étaient effectuées et qui sont écrites sur ce livre. Là, nous avons une transaction entre Pierre et Mathilde de 1 Bitcoin, ensuite entre Théo et Samuel de 0,5 Bitcoin, ensuite entre Théo et Thomas de 2 Bitcoin. Toutes les transactions sont écrites sur la blockchain, étant le livre de compte. Ces transactions sont ensuite validées par ce qu'on appelle des mineurs, ou plutôt des comptables. Ces mineurs, pour valider les blocs, utilisent un algorithme et sont récompensés. Aujourd'hui, ils sont récompensés à hauteur de 6,25 Bitcoin par bloc. Les transactions sont dans un bloc et ces blocs sont ensuite liés les uns à la suite des autres. Donc il faut comprendre que nous créons un nouveau bloc de transactions avec des nouvelles transactions, etc. Donc un bloc peut contenir plusieurs transactions. Après, ça se compte en mégaoctets puisque bien sûr, c'est que de l'informatique. Les mineurs vont valider ce bloc et sont récompensés pour avoir validé ce bloc de transactions. Ensuite, la méthode utilisée est un algorithme dit de preuve de travail ou de proof of work. Donc c'est le système algorithmique qui permet de valider les transactions. J'espère que maintenant c'est plus clair pour vous. On a des transactions dans des blocs. Ces blocs sont validés par des comptables qui sont aussi également appelés mineurs. Et donc cet algorithme fonctionne avec la preuve de travail. Et donc les mineurs sont récompensés pour valider l'ensemble de ces blocs. L'ensemble de ces blocs et de ces transactions sont visibles sur Internet. Tout est traçable. On parle de traçabilité. Là, dans notre cas, on peut voir que les blocs sont marqués ici, donc sur le premier encadré en rouge. Donc nous sommes au bloc 718 140. Il a été miné il y a 9 minutes, donc miné, c'est-à-dire validé. Ensuite, on a également les différentes transactions qui sont référencées dans les blocs. Donc là, c'est les nouvelles transactions pour le nouveau bloc. Donc à 11h56, nous avons eu une transaction qui contenait donc des satoshi, je ne sais pas combien de satoshi, donc c'est des bitcoins. Et ensuite, ce qui fait un montant de 2,10 $. Et donc toutes les transactions sont référencées comme ça au fur et à mesure sur Internet. Tout est transparent. Il existe plusieurs blockchains. Là, nous étions sur la blockchain donc Coin. Il y a également une autre blockchain qui est liée donc à Ethereum avec des adresses. Donc là, on peut voir les adresses Ethereum. Ça correspond à des chiffres et des lettres. Donc l'encadré en rouge que je viens de vous montrer. Donc from, ça veut dire c'est à partir de l'adresse donc OXB89 jusqu'à OX87B5. Donc ça, c'est vraiment les adresses qui sont publiques. C'est les adresses visibles par tout le monde. Bitcoin, c'est vraiment une révolution numérique car c'est la première fois qu'on pouvait envoyer donc de l'argent sans tiers de confiance et sans découpler la monnaie. C'est-à-dire que les transactions ne peuvent être découplées ou copiées une fois que la transaction est effectuée. On ne peut plus jamais la modifier. Donc je m'explique. Là par exemple, nous avons un fichier PDF. On fait copier-coller, nous avons une copie du fichier PDF. Ensuite, pour le Bitcoin, on a Satoshi Nakamoto qui a envoyé des Bitcoins à Al Finney. Cependant, on ne peut pas copier la transaction une fois effectuée. Donc on ne peut pas dédoubler les Bitcoins et une transaction, une fois qu'elle est inscrite sur la blockchain, elle ne peut pas être bougée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter le montant plus tard une fois que la transaction a été effectuée. Et donc ça, c'était une première internationale. Personne n'avait réussi à faire ça sur Internet, à faire une transaction sans qu'elle soit modifiée ou modifiable ou copiée. Mais comment Satoshi a donc réussi à effectuer des transactions sans passer par des tiers de confiance et sans qu'elles puissent être dupliquées? Vous l'avez compris, il y a des transactions dans le bloc numéro 1, elles sont validées par un mineur. On en vient ensuite au bloc numéro 2 qui contient d'autres transactions. Elle est aussi validée par un autre mineur. Ces mineurs peuvent être différents. On en vient ensuite au bloc numéro 3. Mais cette validation passe également par les autres mineurs. Je ne vous ai pas tout dit tout à l'heure. Je vous explique. Ces blocs de transactions sont validés par un mineur, c'est-à-dire qu'il va trouver la solution pour valider le bloc numéro 1 au numéro 2. Cependant, pour le valider définitivement, il faut que l'ensemble de la communauté des mineurs valide bien que le calcul est bon. Donc, c'est souvent un calcul très simple. Tous les mineurs vont vérifier que ce calcul simple est bien valide et ensuite, le bloc validé définitivement et on dit qu'il est miné. Ces calculs sont assez complexes. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas où nous avons une transaction qui est égale à 10, nous devons trouver le calcul pour un montant égal à 10. Donc cela peut être 5 plus 5, 2 plus 2 plus 2 plus 2, 2 fois 5, etc. Le mineur a trouvé la solution, c'était 5 plus 5. Sauf que c'est un calcul simple. Le calcul de 5 plus 5 égale 10 est facile à trouver. Sauf que trouver à quoi correspondait 10, c'est là où c'est la complexité de trouver le calcul. Vous allez ensuite me parler des hacks pour hacker le réseau. Il faudrait plus de 51% de la puissance de calcul. On parle alors d'une attaque à 51%. Cependant, aujourd'hui, le coût pour effectuer une telle opération sera bien supérieur au gain obtenu par cette attaque. C'est pourquoi Satoshi a été très intelligent. Le Bitcoin aujourd'hui ne peut pas être hacké ou alors ce serait pour le rendre mort définitivement. Ce n'est pas dans l'intérêt des gens puisque l'objectif c'est quand même de gagner de l'argent. Donc le hack à 51%
51% sur Bitcoin est minime. On en vient alors à la thématique que les journaux adorent beaucoup. Le Bitcoin est anonyme. C'est faux, le Bitcoin est pseudonyme. En fait, le Bitcoin n'est pas anonyme car toutes les transactions sont écrites sur la blockchain, vous l'avez compris. Donc lorsque votre crypto-monnaie est échangée contre une autre monnaie, à ce moment-là, elle est inscrite sur la blockchain et donc on peut tracer toutes les transactions effectuées. Il en va de même si nous échangeons notre crypto-monnaie en monnaie fiduciaire. Nous pouvons connaître l'identité de la personne parce que lorsque nous créons un compte sur les plateformes d'échange, on renseigne ce qu'on appelle un KYC ou Know Your Customer. C'est-à-dire que vous devez vérifier votre identité, donc avec une pièce d'identité, permis de conduire, etc. pour bien valider que vous êtes une personne réelle. Donc lorsque vous rééchangez votre crypto-monnaie en monnaie, ce qu'on appelle fiduciaire, donc l'euro, le dollar, eh bien nous avons votre identité. Donc si ces crypto-monnaies sont dites sales, qu'elles ont été utilisées pour acheter de la drogue, etc. En fait, si on suit l'ensemble des transactions, on pourra regarder où est-ce qu'elle a été et donc si ça a été utilisé correctement et on pourra ensuite vous retrouver grâce à cette identité. Donc on ne peut pas du tout parler d'anonymat puisque tout est transparent. Donc quand on parle de financement pour le terrorisme ou pour les transferts illégaux, il y aura un jour où ces personnes seront arrêtées car nous connaîtrons leur identité. De plus, il y a des entreprises donc comme Chain Analysis qui aident justement à traquer en fait toutes les transactions qui sont dites sales et toutes les personnes malfaisantes grâce aux données. Par exemple, lorsque le hack de Bitfinex a eu lieu en 2016, tous les portefeuilles détenant des fonds sont classés sur liste noire et donc aucun exchange n'acceptera aujourd'hui leur Bitcoin. On peut donc considérer ces Bitcoins dits comme morts ou brûlés. Donc ces sociétés permettent vraiment de tracer et de répertorier en fait les Bitcoins qui sont sales, qui ont utilisé pour des hacks, etc. On peut vraiment tout tracer. Une autre chose importante que vous devez retenir, c'est que derrière chaque crypto, il y a un projet. On peut voir ça en fait comme une action en bourse pour les entreprises. Par exemple, donc Apple est une entreprise qui est traditionnelle et qui fait dans la production de produits électroniques. On en vient ensuite à Chainlink. Chainlink est une entreprise de crypto dans le secteur de la transmission de données. Il y a également par exemple VeChain qui est dans le secteur de la logistique ou de la supply chain en anglais. Chaque crypto en fait possède un projet. Il ne faut pas du tout voir ça comme une crypto, mais plutôt comme des projets. Donc, il faut regarder le fondamental du projet avant d'investir dans la crypto-monnaie, puisque en fait, c'est comme si vous investissez sur une action en bourse. C'est exactement la même chose. L'ensemble de ces crypto-monnaies sont considérées comme des startups, et donc il faut bien se renseigner avant d'investir, évidemment, puisque cela peut être risqué, comme si vous investissez votre argent sur des startups dans le monde réel. Les startups n'explosent pas toutes. C'est 90% des startups qui meurent. Et bien c'est pareil pour le monde de la crypto, puisque c'est un secteur naissant. Donc voilà l'information importante à comprendre. Derrière chaque crypto, il y a un projet. Je vous affiche à l'écran quelques projets justement en fonction des différents secteurs. Il y a donc du côté des infrastructures, du côté donc des produits financiers, des produits bancaires. Il y a également du côté donc l'advertising, c'est plutôt côté jeux, etc. Donc vraiment, il y a divers secteurs d'activité dans la blockchain. Si vous vous renseignez correctement, vous trouverez des projets dans la santé, dans la supply chain, dans les produits financiers, dans la finance décentralisée, dans les applications, dans le gaming, dans le streaming, dans vraiment l'ensemble des secteurs qui sont aujourd'hui présents pour les autres entreprises en bourse. Pourquoi je vous ai fait également cette vidéo? Carrefour, qui depuis 2018 est en train d'expérimenter la blockchain sur ses produits. Donc là, dans notre cas, c'est sur la traçabilité du produit. Donc si vous achetez un poulet à Carrefour, en scannant un petit QR code, grâce à la blockchain, vous aurez la traçabilité de votre poulet, ce qu'il a mangé, où est-ce qu'il a été élevé, quand est-ce qu'il aura été tué, etc. Aujourd'hui, nous sommes vraiment sur la transparence des produits, savoir de quoi il est constitué, comment est-ce que ça s'est passé, quand est-ce qu'il a été abattu, etc. Et donc la blockchain vous fournira ces informations qui ne pourront pas être falsifiées. L'ensemble de ces projets blockchain arriveront dans notre quotidien prochainement, que ce soit dans n'importe quel domaine, sans même que vous vous en rendiez compte. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience de la révolution numérique que c'est, et donc essayer de comprendre un petit peu la technologie, puisque nous sommes jeunes, c'est vraiment notre futur, notre vie sur laquelle se basera la blockchain. Je vous passe très rapidement l'ensemble des entreprises qui ont investi notamment dans le Bitcoin avec le nombre de Bitcoin qu'ils détiennent, donc que ce soit Tesla, que vous connaissez tous, qui est un producteur de voitures et qui également va bientôt se mettre au téléphone d'ailleurs. On a MicroStrategy qui est dans le développement de software, donc de logiciels. Nous avons diverses entreprises et ce n'est pas des entreprises d'investissement particulièrement. Donc vraiment, ça se développe. Et il y a également des pays, par exemple ici on peut voir que le Salvador a autorisé le Bitcoin comme monnaie légale. C'est quand même historique. Et il y a également des personnalités que vous connaissez tous, comme Elon Musk, comme Floyd Mayweather, les frères Winklevoss,
Bezos, donc qui ont eu l'idée de créer Facebook, Léo Messi, etc. J'en passe. Donc vraiment, la blockchain sera demain présent partout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, et je vous dis ciao ciao!